Bonjour à tous, c'est Valil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui entame la série des vidéos thématiques plutôt que des vidéos review. J'en ai d'autres dans mes brouillons, mais je n'ai pas encore pu prendre le temps de les réaliser. Celle-ci vous dira peut-être quelque chose pour ceux qui me suivent sur mes autres plateformes comme Instagram, puisque j'avais réalisé en fait un live tout simplement de réponse à une question qui m'avait été posée par un follower, mais qui en fait faisait écho à d'autres questions qui m'avaient été posées. Donc j'avais pris le temps de faire une présentation assez complète. Je vais essayer de ne pas déborder du cadre parce que j'ai changé de setup vidéo et du coup j'ai l'impression que mon cadre est plus petit que d'habitude. Je suis un petit peu embêtée parce que c'est très restreint comme espace pour bouger et je vais essayer du coup de ne pas mettre le livre ou les cartes, mais bon surtout les livres, en dehors du cadre, sinon vous verrez rien. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de répondre à plusieurs questions. Comment choisir son tarot arthurien dit arthurien? Qu'est-ce que ça veut dire tarot arthurien? Quels sont les pièges? Comment les identifier? Donc bien évidemment, ce que vous allez voir va être mon analyse et mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je vais essayer de me repérer par rapport à la tradition dite du cycle arthurien, qui est un cycle à la fois littéraire et mythique, et de voir un peu ce qu'en ont fait les auteurs. Donc ici, on a 3 auteurs différents. On a Stewart, qui est en anglais. On a le couple très célèbre John et Caitlin Matthews. Et on a ici une autre femme, Anne-Marie Ferguson. Voilà. Donc, vous avez un jeu qui s'appelle le Legend Arthurian Tarot. Vous avez le tarot de Merlin et le tarot arthurien. L'avantage ici, c'est que le Legend Tarot, qui est publié chez les Willin, si je ne me trompe pas, il a peut-être été traduit en français, mais je ne suis plus sûre. Et je n'ai pas malheureusement pris le temps d'aller vérifier ça avant la vidéo, mais à l'époque, il ne l'était pas. Par contre, ceux-ci, qui sont pourtant des jeux traduits dans des éditions complètement différentes chez les anglophones, les éditions Vega, qui doivent appartenir aux éditions Trédaniel, mais j'ai un doute, ont été traduites en français. La question que je me pose, c'est qu'ils ont été bradés pendant de longues années, c'est comme ça que je me les étais procurés. Et je me demande si souvent quand c'est bradé comme ça, ce sont des fins de série. Donc est-ce qu'ils sont encore disponibles? Je ne sais pas. Mais ça, ce sont 2 tarots vraiment anglophones sur le même plan que le Legend Arthurian. Et du coup, ils étaient accessibles pour les francophones, ce qui était pour une fois important pour moi de présenter des traductions, même si je les trouve vraiment toujours assez problématiques. Alors, quelle est la différence entre ces 3 jeux? Elles sont vraiment énormes, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Mais du coup, je vais commencer par l'Arthurian, le tarot de Merlin. Donc, The Merlin Tarot. Et ici, je vais vous montrer, on a un livre complet qui va avec le jeu. Le jeu n'est vraiment pas suffisant, en fait. Contrairement à celui qui a l'air d'être dans la même édition, celui des Matthews, il peut s'utiliser avec son petit livret. C'est pas optimal, mais honnêtement, enfin c'est pas optimal, dans le sens qu'ils ont vraiment fait un travail tellement plus poussé avec le jeu que c'est incroyable de se contenter d'un petit livret comme ça dans un coffret. Mais ça marche, honnêtement, c'est une synthèse qui peut quand même vous donner des éléments. C'est juste incomparable avec la puissance du travail qu'ils ont fait. Dans celui-ci, par contre, justement pour des raisons de méthode, on ne comprend rien, ou on comprend difficilement ce que Stewart a voulu faire si on n'a pas le livre qui est ici. Le problème, c'est que bon, le livre ici, il n'est pas traduit en français du tout, et même pour les anglophones, comme vous le voyez, il est tout corné, parce que c'était une édition secondaire, enfin de seconde main, hyper difficile à trouver et pas très cher. Je crois que je m'en suis sortie pour 30 €, ce qui est encore acceptable pour un bouquin même d'occasion, mais je crois que c'était après avoir cherché des tonnes de mois, où c'était plutôt à partir de 70 €, et je sais pas à l'heure actuelle s'il existe encore. Qu'est-ce qui est problématique avec le jeu de Stewart? Il vous annonce une couleur, il vous dit que c'est un tarot de Merlin. Donc on vous centre directement sur un personnage de la légende arthurienne. C'est pas Arthur, c'est Merlin. Mais on s'inscrit dans un cycle, dans quelque chose d'existant, dans une mythologie et dans un cycle littéraire. Donc là, dans cette édition-là, vous avez à l'ancienne des très bizarres des petites boîtes. Mince, il y a une carte qui est restée. C'est pas très grave, mais si jamais je la cherche, je vais paniquer. Donc, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous avez... Je vérifie qu'on voit toujours. Voilà. Un sommaire vraiment modique,
avec les atouts, les nombres, les figures, des méthodes et une explication un peu glosée, parce que vision lointaine, vision intérieure, tout ça, on sent qu'il y a un travail poétique qui est réalisé dès la table des matières. Et dans la traduction, c'est encore, je trouve, hein, c'est rendu encore plus flou que dans dans les livres anglophones, parce que les termes anglais qui sont employés pour ces choses renvoient à des concepts qui ne passent pas dans une traduction française. Par exemple, vision lointaine, qu'est-ce que c'est? C'est une vision de loin? C'est parce qu'on n'est pas myope? Bon. Mais en anglais, si c'était far sight, c'est un terme qui renvoie à la voyance, au divin, au devin, pardon, à celui qui voit loin. Donc c'est pas la vision, le champ de vision. On est directement dans tout ce qui est divinatoire, là. Donc la traduction notamment, vous voyez, elle a ses limites. Et du coup, quand on voit juste les thèmes comme ça, bon, on comprend rien. Les atouts, c'est le nom traditionnel des arcanes majeures, là où les arcanes mineures, ce sont des nombres, et ensuite vous avez les cartes de cours qui sont appelées les figures ici. Si vous êtes débutant, ça a pu vous échapper, mais c'est à ça que renvoie ce vocabulaire, et ça a été probablement traduit par quelqu'un qui ne fait pas de tarot divinatoire, et du coup on s'est rapproché plutôt des noms des tarots à jouer, et ça peut perturber, ça peut ralentir un peu la compréhension. On vous met des lectures conseillées à la fin, je le note aussi. Bon, comment ça se présente? Il y a des illustrations, on vous fait une liste, et dès la liste de départ, vous allez voir que c'est un tarot. Alors si je reste argumentée et pas juste mes opinions brutes, il n'est pas accessible, il est très difficile à utiliser. Pourquoi? Parce que ni du point de vue arthurien, ni du point de vue du tarot, ça ne respecte la tradition. Ce que fait Stewart, c'est une réinvention. C'est vraiment, si on était un peu vulgaire et un peu rapide, du gloubi-boulga. C'est ce que j'appelle du gloubi-boulga, c'est-à-dire il a emprunté plein système, il a refait le sien, sauf que par contre dans le nom, il garde le nom emprunté à une tradition de départ. Donc ce que moi je voulais dire avec cette vidéo, c'est que quand on voit le tarot de Merlin, on va penser vraiment au cycle arthurien traditionnel des textes littéraires. On va s'attendre, si on s'attend à ça, on va être perdu et on va être déçu. Le tarot de Merlin ne doit pas s'acheter en cherchant un tarot arthurien qui parle vraiment des légendes. Stewart, il fait complètement autre chose. Et au niveau du tarot, c'est pareil. Il a renommé toutes les arcanes, majeures comme mineures, hein, et il en a aussi fait un nouveau système. Parce que Stewart, on le sait pas trop parce qu'il est présenté comme celtisant. Il a fait des tas de textes sur la faerie si vous cherchez ça. Même si vous ne parlez pas la langue, si vous êtes capable de chercher juste ce qu'il a écrit, une bibliographie, vous allez voir plein de choses sur Fiery Light, le puits de lumière, enfin il y a plein de trucs, mais en fait c'est pas de la faerie traditionnelle du tout, et c'est très ésotérique, c'est vraiment de l'ésotérie occidentale avec un système repensé, il y a de la kabbale remaniée, il y a plein de... Enfin, c'est vraiment un système de symboles ésotériques moderne et occidental, et ça apparaît dans ce tarot. Je vais essayer de faire court, ça va être très difficile, je sens. Alors, les arcanes, les trois mondes et les trois roues, l'arbre de vie, la vision de la création, le cycle de la montée et de la descente, les 7 directions, la roue de vie, les dragons, mondes et images, cercle, spirale, étoile, les trois mondes, etc. Est-ce que ça vous évoque des cartes de tarot traditionnelles là-dedans? Je ne pense pas. Les trois mondes peuvent évoquer la carte du monde, du tarot, la dernière, mais par contre des arcanes majeures, mais c'est pas le monde, c'est les trois mondes. Donc vous voyez qu'on est déjà dans un système qui parle d'autre chose. On ne trouve pas le fou là-dedans, on ne trouve pas... Vous voyez, ça a été complètement refait. Donc ça, c'est la table des illustrations. Ça n'est pas la table des noms des cartes. Les noms des cartes, il y en a par exemple ici. Donc on a bien lune, soleil, étoile. Ça paraît traditionnel. On vous montre les trois mondes. Donc ce que j'essaie de mettre en parallèle, c'est que les illustrations... C'est pour ça que je suis partie des titres des illustrations et pas des titres des lames. Les illustrations, elles renvoient à un autre système que le jeu traditionnel, même si on a lune, soleil, étoile. Et du coup, quand on va prendre lune, soleil, étoile, à mon avis, quand on utilise ce jeu, c'est quasiment impossible de le lire avec les significations traditionnelles du tarot, aussi bien le Rider que le Marseille. À la limite, il se placerait plutôt sur le Rider vu que c'est une tradition anglophone. Mais... ça marcherait pas, parce que ça a été conçu dans un autre système, plus ou moins païen, plus ou moins ésotérique. La destinée, qui serait éventuellement, je pense, la carte 10 de la roue de la fortune, la roue de fortune, la justice, le jugement, ça nous parle. Le fou, qui est ici, fou, magicien, chariot, on est dans les trois illuminations, donc c'est comme trois états de conscience, il faut voir.
Donc là, on est vraiment dans autre chose. Il y a beaucoup de schémas, donc ça va me permettre de vous illustrer aussi. Quand je parle de système, voilà pourquoi. Il y a des choses qui reprennent l'astrologie, je vais dire traditionnelle, mais il y a plein de types d'astrologie différents, donc il faudrait encore vachement nuancer ça. Il y a des choses astrologiques qui sont revues ou qui sont carrément augmentées, continuées, inventées. Il y a beaucoup de diagrammes. Alors voyez, l'arbre monde, ça peut être appelé l'arbre de vie. Et c'est les 12 sphères, il me semble qu'il y en a 12, si je ne dis pas une erreur, de la Kabbale. C'est l'arbre de vie de toutes les séphiras. Séphiroth au singulier, ou séphira au pluriel, ou vice-versa. Là, évidemment, j'ai un doute au moment de dire la vidéo. Donc il y a plein de schémas comme ça, de schémas de tirage. Ah, j'ai l'impression que j'ai décentré. Je vais peut-être devoir recommencer toute la vidéo. Donc il y a les symboles des planètes, ça ce sont les symboles astrologiques, mais il y a aussi d'autres symboles. Là c'est encore un autre arbre, et donc en fait ce qui est très compliqué chez Stewart, c'est qu'il utilise des systèmes donc, kabbalistiques, et puis il refait plein d'arbres de vie avec des thématiques différentes. C'est vraiment très très difficile. Là on a une roue qui ressemble à une roue celtique, puisqu'on a le saumon, on a l'anguille ou éventuellement serpent, on a un cerf et on a un rapace. Ça pourrait rappeler une roue druidique, une roue celtique, une roue de l'année. Mais en fait, ça ressemble à une roue des directions, ça ressemble à une roue de médecine, ce qui est censé être chamanique, ce qui est censé être emprunté à une autre tradition, parce que bon, lesquels les Amérindiens utilisent ces types de roues. Donc on est déjà dans un système flou qui reprend des traditions autres et qui les applique ici dans le tarot dit de Merlin. On a une autre roue ici. On a une autre roue ici, avec quelque chose qui ressemblerait à la fois à un calendrier avec des saisons, mais on a aussi des choses numérologiques. Donc là, on est vraiment dans autre chose. Si j'arrive à vous montrer donc la tour, les illustrations. Oh, j'espère qu'on voit bien. Je suis désolée aussi pour la lumière. En hiver, c'est très terrible de faire des vidéos. Les amoureux. Il y a de la nudité aussi, j'aurais probablement dû prévenir dans les cartes de Stewart. Comme dans pas mal de traditions d'ailleurs ésotériques occidentales, depuis Crowley, depuis la Golden Dawn, etc., il y a beaucoup de choses sexualisées. Ça se nuance, c'est historique. Bon, il y aurait des choses à dire là-dessus, mais il y a une filiation de ce côté-là. Donc la lune, éventuellement, vous voyez aussi les chiffres ont changé, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser. Ce ne sont pas les positions des cartes traditionnelles, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pour ça que je parlais d'un système refait. L'impératrice ici est en position 19 à la place de la position 3 habituelle. La lune est en premier, les amoureux sont en 20. Donc vous voyez l'univers est bien en 22, donc ça pourrait être le monde qui est devenu l'univers. Donc c'est vraiment particulier. Le soleil, l'étoile. J'ai l'impression d'avoir complètement décentré la vidéo, je suis désolée, c'est très stressant. L'étoile, qui fait penser à la tempérance d'ailleurs. Donc ça c'est aussi compliqué. Bon, la force à la limite elle est plutôt alignée sur le rider. L'empereur peut être aligné aussi sur le rider. La tempérance du coup a aussi des vases qui se renversent comme l'étoile. Mais on a d'autres symboles là qui n'apparaissent pas d'habitude. Il y a beaucoup de choses qui sont sur l'androgynie, sur la fusion des items corporel dit féminin et masculin, ce qui est devenu très problématique à l'heure dans laquelle on vit, mais avec un sein, mais d'autres traits de corps qui font penser à de la masculinité. C'était le cas aussi de l'arcane androgyne ici, de l'univers, puisque vous avez donc 2 seins et un pénis dressé derrière le voile. Bon, on va passer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces jeux et je m'en suis jamais occupée de faire une review parce que je trouve ça très complexe. L'innocent ici qui serait probablement le fou, sur à nouveau une roue à 4 couleurs qui pourrait rappeler une roue dite de médecine, qui est un phénomène très problématique dans le néopaganisme. On a l'ermite qui pourrait être traditionnel, on a le pendu qui pourrait être attaché à des symboles traditionnels mais quand même placé dans quelque chose d'un peu celtisant, mais pas seulement, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses comme je le trouve, qu'on le voit ici, qui sont symboliques et puis peuvent faire penser à des traditions hermétiques plutôt. La mort, ici, qui est un peu différente, un peu païenne, avec une araignée, des pommes, la question du pommier, etc. Ah, il est là le fou, donc l'innocent n'est pas le fou, il faudrait voir de qui il s'agit. On a bien une montagne
avec une falaise, je veux dire un chien, un sac, donc il y a des choses. Mais il y a quand même une rune ici. Donc il y a... Là, on a de nouveau la fameuse roue. On a les animaux de chaque côté. On a les dagues, donc c'est celtisant. À voir. La prêtresse, qui devrait être la grande prêtresse, avec deux arbres qui se rappellent les deux piliers de la carte traditionnelle, mais qui sont clairement revus avec un autre type de symbolisme. Le gardien, le chariot, le jugement. Là, on évoque aussi d'autres choses. On est moins dans un jugement traditionnel. Là, on n'est plus dans les trompettes. La destinée, vous voyez, qui peut faire plutôt penser à une carte du monde qu'à une carte de roue de fortune. La justice, donc on a les dragons qui sont définitivement rattachés à la légende arthurienne. On a des figures de femmes de voyantes, des femmes avec des coupes. Ça évoque un peu le Graal, mais pas que. Là, on a un homme sur son trône de pierre au haut d'une montagne. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite, on est passé aux suites. Les suites ne sont donc pas... les cartes de cours sont illustrées, mais les cartes mineures ne sont pas illustrées. Elles sont revisitées, donc on a oiseaux, poissons, que j'arrive à les voir, quadrupèdes et... Il en manque un, si je ne me trompe pas. Alors ça, je pourrais probablement le voir dans le livret. Je ne le vois pas évidemment en premier lieu. Les atouts. Est-ce qu'on peut voir les mineurs? Alors attendez. L'as d'oiseau, l'as de serpent, l'as de poisson et l'as de quadrupède. C'est ça, donc c'est les serpents. Donc ça, ce sont les cartes de cours avec cette ambiance celtisante dominée par un animal hein, et pour symboliser aussi un élément, d'où l'espèce de roue qui est dite de médecine. Et voilà, les mineurs ne sont pas illustrées. Elles ont le symbole de l'animal donné de façon... avec une illustration de type entrelac. Et ensuite, vous avez uniquement des mots-clés. Donc ça, c'est un mélange, par exemple. Le fait d'avoir représenté des choses non illustrées, ça rappelle, pour nous français, le Marseille. Ça peut rappeler d'autres traditions, évidemment, de jeux anciens. Mais les mots-clés qui sont ici rappellent plutôt, par exemple, les jeux du tarot de Thoth, dit aussi tarot de Crowley. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de sens, vous avez juste un mot-clé en bas pour chacune des cartes. Voilà. Et donc, ces choses-là n'ont pas tellement à voir avec le mythe arthurien, ou pas que, ou pas seulement. C'est vraiment très complexe. Alors, je vais faire une pause ici. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai passé un petit peu pour aller chercher une carte et vous montrer un exemple. Donc, le chariot, justement, est censé être une des cartes les plus traditionnelles qui nous rappelle le plus facilement le Rider-Waite. Et je vais vous montrer la maigreur des informations qui sont disponibles dans le livret et leurs caractéristiques un peu étonnantes quand on s'attend à lire un tarot anglophone. Donc, c'est par catégorie d'utilisation du jeu, où ça renvoie à l'histoire du système créé par Stewart. Donc on vous donne un monde, pour chaque carte on vous donne le monde rattaché, ici c'est le monde solaire, on vous donne une roue, ça c'est par rapport à la question je pense de l'arbre de vie refait par Stewart, on vous donne un placement dans une roue et ça vous renvoie à des principes ou à d'autres lames comme la lame de la justice. La question des êtres, et là vous allez voir qu'on n'est plus du tout dans le tarot de Merlin, ou comme on pourrait penser par rapport à Merlin, on a des anges, des maîtres, des saints du monde intérieur, des anciens humains divinifiés un peu. C'est moi qui vous dis ça parce que saint, c'est comme ça que je le comprends, et il y avait marqué ici ex-humain. Les anges n'ont pas grand chose à voir avec la légende de Merlin, mais ici on les retrouve avec cette question des mondes. On vous donne un niveau de conscience transpersonnel, catabolique ou catalytique qui peut inclure des aspects de l'intellect personnel. On n'est plus dans la légende arthurienne. Atout partenaire, donc on vous donne d'autres figures majeures. Ici ça a été traduit par atout. Les amoureux, voire aussi figure 4. Donc là on vous renvoie à un diagramme, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup. On vous renvoie également à la question de l'astrologie, je vous ai dit qu'il mélangeait beaucoup de choses. Sphères et planètes. Les 8e et 6e sphères, gloire et beauté, ça a priori ce sont le nom de deux sphères, de deux séphirotes ou séphira, je ne sais plus, de l'arbre de vie. Reste encore à voir s'il a respecté une des traditions de la Kabbale
première du Zohar, aussi la remodifier les noms et les compréhensions des sphères, je ne sais plus, et les planètes, Mercure et le Soleil. Ensuite, on vous donne les attributs, donc des sortes de définitions, de caractéristiques de la carte. Je peux vous la mettre ici de nouveau. Fusion de l'intellect et du mental, ou du mental et de la conscience spirituelle. Les énergies de pensée et de discipline mentale comme véhicule pour la conscience transcendante. Illumination conduisant à la connaissance. Donc là, on est dans une définition particulièrement abstraite, potentiellement spirituelle, potentiellement ésotérique, potentiellement psychologique, ça dépend ce qu'on entend par psychologique. Disons que ce ne sont pas les significations traditionnelles de la carte du chariot dans le Rider-Waite. Elles peuvent éventuellement y être attachées, mais ça se débat. Honnêtement, ça se débat. Ça se discute, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Forme du dieu et de la déesse. Donc on rattache à cette carte des divinités qui nous sont présentées sous une forme très spécifique et réductrice. Le dieu et la déesse comme une polarité uniquement double, et pas triple, et pas non-binaire, avec dieu et déesse, comme si... donc c'est comme chez les Wiccans en partie, parce qu'il y a certains Wiccans qui vont dire que non. Le dieu est la face principale qui regroupe tous les autres dieux, la déesse est la face principale qui regroupe toutes les autres déesses, mais qu'il n'y a qu'un dieu et qu'une déesse. Ça se débat également. C'est tout un autre travail de recherche à faire. Ici, les dieux qui nous sont présentés sont Hermès et Apollon pour le dieu, Minerva et Brigida pour les déesses. Il y a aussi Belle, c'est ça que je comprends pas trop. Ils sont mis en vis-à-vis, mais il y a une troisième ici. Ah oui, parce que Minerve est mis sur le même plan que Brigitte, comme si Brigitte égale Minerve. On passera aussi sur la question de Brigida orthographiée comme ça. Ça n'est pas correct, il me semble que ça n'est ni anglais ni irlandais. Donc il y a une confusion ici culturelle et même carrément linguistique. Et sur le plan de l'égalité des divinités, ça dépend vraiment à qui vous parlez, ça dépend vraiment de vos conceptions. Voir Brigitte comme équivalente à Minerve et Brigitte avec un chariot et une lance, c'est vraiment en termes purement celtiques, là ça se défend. Et Minerve, qu'est-ce qu'elle fait dans un jeu arthurien à tendance celtique? Quid pour Hermès et Apollon? C'est pareil. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Quand on prend le tarot de Merlin, ça l'illustre, on n'est pas du tout dans la tradition d'origine, qui est largement discutée par les scientifiques, les littéraires, les mythologues, tout ce que vous voulez, mais ça reste une forme de science littéraire et pas science dure avec des chiffres, mais ça reste une forme de science. Évidemment qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, évidemment que le cycle arthurien fait partie des cycles les plus compliqués, mais par contre, il y a une base, il y a un socle commun. Et là, la question d'Ivoire, Hermès et Apollon, on voit bien qu'on n'est pas dans le cycle, on voit bien qu'on n'est pas dans la tradition donnée. Déesse païenne du développement, déesse païenne et développement culturel. Même les phrases ici, telles qu'elles sont traduites, sont vraiment étranges. Qu'est-ce que ça fait, la déesse païenne et développement culturel? Ou alors ça aurait dû être déesse païenne du développement culturel? Patronne des héros solaires. Minerve et Brigitte sont les patronnes des héros solaires. Est-ce qu'elles sont patronnes des héros uniquement solaires? Qu'est-ce qu'on veut dire par héros solaire? Vous voyez, c'est très très court comme texte, mais chaque terme, chaque expression, chaque ponctuation est problématique là. Bon, toujours pareil, quel rapport avec le chariot et quel rapport avec le cycle arthurien? Il faut vraiment débriefer chaque pôle. Inspirateur et maître du genre humain à un niveau individuel et transpersonnel et qui finit par bénéficier à beaucoup. Brigide a été présentée comme une inspiratrice. Minerve, on pourrait employer d'autres termes, sachant que Minerve, elle est donc romaine. Hermès et Apollon, ce sont des dieux grecs. Qu'est-ce qu'ils foutent là sur le même plan? C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit ce jeu, il est extrêmement compliqué, extrêmement difficile à utiliser. Ensuite, vous avez des phrases clés. Donc là, c'est donc des mots-clés, nous on dit en français. C'est pas des phrases. Donc connaissance, etc. Ça peut résumer ce qui est ici et ce qui précédait. Ça peut éventuellement aller un peu plus loin. Ça reste extrêmement glosé, extrêmement ésotérique, conscience supérieure, enseignement intérieur, véhicule de la conscience divine. Bon, si je tire cette carte dans mon quotidien, elle va m'apporter à quoi, vous voyez?
Donc ça dépend vraiment aussi de l'utilisation que vous faites du jeu. Vous pouvez utiliser ce jeu probablement comme un outil de développement spirituel et comme un outil de transformation intérieure. Pour tout ce qui va être tarot divinatoire ou tarot du quotidien, probablement que ça va pas être fait pour. Le seul passage ici qui fait allusion à la tradition d'origine, je le mentionne, c'est très important, il est là. Texte relatif à Merlin. Vous avez des sigles ici, en fait des abréviations qui doivent être traduites au début, c'est ce qu'on fait dans le texte. Et il y a une page avec les noms comme ça, je sais pas où elle est. Je prends juste VM, c'est soit Via Merlini, soit Vita Merlini, je crois que c'est Vita, c'est la vie de Merlin en latin. C'est un des textes source de la tradition arthurienne par exemple. Mais on n'a pas de page, on n'a pas d'édition qui nous renvoie à la traduction. Alors par contre, évidemment, ils ont quand même mis une bibliographie. Donc, il doit y avoir... Ah, bordel. Excusez-moi. Alors, vous voyez, lecture conseillée... Non, donc en fait, non. Lecture conseillée, c'est tout ce qu'on a. Ça, c'est pas une bibliographie, c'est des lectures conseillées. On n'a aucun commentaire, on n'a rien. Donc, Geoffroy de Monmouth, c'est une des sources premières sur l'histoire des rois de Bretagne et sur le cycle arthurien. C'est pas une lecture conseillée, en fait, c'est une lecture de base. Si vous voulez comprendre ce que c'est que le mythe arthurien, faut aller par là. Par contre, il s'auto-cite. Il cite le livre que je vous ai montré ici. Et ensuite, il vous met le livre du Graal 1, Gallimard la Pléiade. Ça doit pas être Stewart qui l'a fait. Ça doit être le traducteur français qui a mis ces trucs conseillés. Ce que je trouve du coup hyper problématique. Ce qui veut dire que quand on a fait le jeu... Et ça vient des éditeurs du coup. Quand le jeu a été traduit par l'éditeur, ni le traducteur ni l'éditeur n'ont pensé bon de mettre une bibliographie, une vraie bibliographie. Et probablement que là-dedans, il y en a une, on va voir après. Et elle n'a pas été reportée ici. Même pas je veux dire, sur cette page-là, si on écrit Rikiki comme ça et qu'on resserre un peu, on peut en faire paraître des trucs. Peut-être pas autant que là-dedans, mais il peut y en avoir des références. Au niveau de l'étoffe du jeu, c'est pas top. Ensuite, ce qu'on vous met à la suite de ces références, désolé, il y a beaucoup de choses à dire, donc je développe beaucoup. Pas assez à mon goût, mais du coup je parle dans tous les sens. Référence à Minerve comme patronne de la connaissance et de l'inspiration. Je télescope les mots. Donc ça voudrait dire que dans un des trois textes, ou dans ces trois textes, il y a des références à la divinité Minerve. Dans un texte arthurien qui parle de paysages, éventuellement chrétiens, éventuellement celtiques, ça dépend. Mais on nous parle de Minerve. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des références à Minerve qui sont faites dedans? Mais à ce moment-là, il faudrait une citation, il faudrait une source, on n'en a pas. Il faudrait dire dans lequel des trois textes il faut aller chercher, éventuellement une page, mais au moins dire lequel des trois, pour savoir si c'est effectivement cité tel quel dans le texte. Si, même si ça n'est pas cité, c'est implicite, il y a, je sais pas, la chouette, il y a quelque chose, il y a le symbole de la déesse Minerve, et donc on peut dire à coup sûr qu'il y a une référence à Minerve, ou si c'est Stewart qui y voit une référence à Minerve parce que ça lui plaît bien. Ce qui est extrêmement différent. Donc ça, en termes de méthode, il y a un problème d'explication et ou de traduction. Il serait intéressant de savoir si ce livret a été réalisé à partir d'un livret anglophone, c'est-à-dire est-ce que ce coffret existait chez les anglophones exactement dans ce format, livret condensé plus carte, et qu'on a traduit un livret condensé, ou si on a pris des choses qu'on a synthétisées du grand livre. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas fait cette recherche, c'est des recherches qui demandent beaucoup de temps et que je fais uniquement pour les reviews. Mais du coup, dans la méthode, ça ne va pas. Il faut préciser, est-ce que c'est son interprétation? Est-ce qu'il a tiré? D'où il a tiré? Sinon, on ne peut pas faire la différence. Et vous, ça vous demande de ne pas avoir que ce jeu-là. Ça vous demande d'acheter au moins ces trois textes-là, ou de les trouver en ligne. Alors, je crois que les versions anglaises, on les trouve sur une banque de données qui s'appelle Sacred Texts. Mais chez nous, en français, je ne sais pas s'il y a des versions publiques. Du coup, c'est compliqué. Du coup, vous vous retrouvez avec ça, et il faut croire sur parole, le traducteur et l'auteur, c'est moyen. Référence aux déesses de la transformation en général. Parler de Minerve comme déesse de la transformation, est-ce que c'est ça qu'il veut dire, ou est-ce que c'est d'autres déesses de la transformation? Et est-ce que pour ça, il a mentionné Brigide? Est-ce que Brigide est uniquement une déesse de la transformation? Est-ce que c'est pas un raccourci de dire ça? Il y a beaucoup de choses à en dire là. Et finalement, vous avez ce petit paragraphe ici, qui est un paragraphe divinatoire.
Connaissance supérieure, inspiration, recherche scientifique, peut aussi signifier sciences spirituelles et arts ésotériques ou hermétiques, énergie animante de la psyché du chercheur ou les situations, menant à une résolution raisonnée inspirée par l'intuition. C'est très condensé, ça peut faire penser à certaines significations du chariot dans la tradition, du Rider-Waite, mais pas vraiment, ou pas tout à fait, ou pas comme ça. Et vous voyez, c'est pas forcément facile de mettre tout en rapport ou d'avoir assez d'éléments aussi sur la carte pour savoir pourquoi on a un héron, pourquoi on a un oiseau en haut. Il n'y a pas de justification des illustrations. Et les dernières choses que vous voyez ici, que vous avez peut-être lues pendant ce temps-là, c'est qu'on a l'aspect numérologique de la carte. 6 et 8. Pourquoi est-ce que cette carte est associée au 6 et au 8 alors que le chariot est en place 9? Il n'y a pas de 6 et de 8 sur la carte. On vous met éventuellement des mots-clés pour chacun des deux chiffres. Donc ça, c'est de la numérologie, mais on ne vous donne aucune référence numérologique. Vous n'avez rien à la fin, vous n'avez rien ici. Donc qui a fait cette tradition? Est-ce que Stuart, il en suit une, ou est-ce que c'est la sienne? Comme dit, je le répète, parce que j'ai lu celui-ci, et que j'ai lu d'autres livres de Stuart, il fait sa sauce. Il prend des choses et il les revisite. Notamment dans ce jeu-là, ça permettait de comprendre vraiment mieux ce qu'il entend par cabale ou ce qu'il utilise, lui, comme façon de revisiter de la cabale, mais c'est très complexe. Bon. Voilà pour vous illustrer la carte du chariot dans ce jeu vis-à-vis d'un rider traditionnel. Vis-à-vis du tarot de Merlin, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Donc, qui est cette personne? Quel est le rapport avec la vie de Merlin? On ne sait pas. Si on voulait chercher dans le grand livre pour vous montrer la différence, le chariot, il est à la page 120. Alors, à titre d'information aussi, il faut savoir que ce livre, il a 343 pages au minimum, c'est-à-dire qu'à partir de la page 343, vous avez les références et l'index. Mais vous avez des appendices ici qui sont quand même très importants sur, soi-disant, Merlin, le druidisme et les trois mondes, et l'astrologie dans le tarot de Merlin. Donc là, il vous explique un peu, je pense que lui voit comment il associe tout ça. C'est pour ça que je parlais de jeu druidisant ou celtisant, et de la question éventuellement de la roue des directions et tout ça. Ça va être, je pense, ici qu'il l'explique, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. À la fin, il y a des références. Donc on va jeter un œil au chariot, et ensuite on verra juste les références pour clôturer ce que j'ai dit tout à l'heure. À la page 120. Voilà du texte beaucoup plus développé que ce qu'on avait dans le livret. Donc on avait quand même ça, c'est ce qui était dans ce qu'on a montré tout à l'heure. Le monde, la roue, les êtres concernés, les états de la conscience, les arcanes rassemblés, symboles, planètes, attributs, les dieux et les femmes. Alors voyez, God and Goddess Forms. Il faudrait voir si lui c'est ce qu'il voudrait. Il voulait vraiment dire le dieu et la déesse, tel que ça a été traduit en français, ça évoque la Wicca, ou est-ce qu'il voulait juste dire un dieu et une déesse? Une forme de dieu, une forme de déesse, ce qui est très très différent dans la traduction. Ça renvoie pas du tout aux mêmes conceptions théologiques païennes. Les phrases clés, les textes de Merlin, la signification. Donc ça, ici, c'est vraiment ce qu'on a dans le livret. Mais ensuite, vous avez tout ça. Alors vous voyez qu'on va très très loin. Énorme pour une carte d'avoir tout ça. Les origines de l'image, donc, si je lis très rapidement. Ici, il vous parle bien de la montée, de la spirale ou de l'arbre-monde. Donc, il conçoit l'arbre de vie, pardon. Il conçoit cet arbre de vie, qui est peut-être plutôt celui-ci, mais qui est peut-être encore un autre arbre de vie, comme une spirale des étapes de la transformation intérieure et de la conscience et de l'évolution vers le divin. Qui vous place le chariot dans cette spirale. C'est pour ça qu'il y a la question des mondes et tout. Donc là, on n'est pas vraiment sur les origines des illustrations, des choix d'illustration, on est sur ce que ça représente. On vous renvoie à figure 4, donc c'est encore un autre diagramme. On vous parle du rôle sexuel de chaque carte. Je vous avais dit qu'il y avait de la sexualité là-dedans, je ne mentais pas. On vous parle d'une figure féminine. On vous parle des déesses à la fois classiques et celtiques, donc c'est une forme de méthodologie générale et comparée. Et effectivement, là, on vous reparle de le chariot comme étant... Enfin, la personne qui est sur le chariot comme étant un archétype de Minerve. Les textes Merlin, les déesses primales européennes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a aussi The Morrigan.
On a des déesses de la guerre. Est-ce que le chariot représente nécessairement la guerre? Est-ce que le chariot dans un jeu Rider représenterait la guerre? Pas forcément. On a le droit de s'abstraire du Rider et de faire une autre tradition. Par rapport au jeu de Merlin, du coup, là, comme dit, on est dans une mythologie comparée et générale. On n'est plus dans une truc juste celtique. Même si c'était celtique, on tord carrément les noms, la langue et la culture. On comprend pas trop. On vous parle de l'Empire romain. Alors, quand on revoit évidemment la tradition, enfin l'histoire du mythe arthurien, Arthur, il y a une des interprétations qui serait que c'est un personnage historique qui a été élevé à Rome, etc. Donc, il y a un lien à la Rome antique. Mais la Rome, c'est pas la Grèce, c'est pas Hermès et Apollon. Donc, il faut vraiment justifier tout ça, il faut l'expliquer pour qu'on comprenne ce que ça fait ici. On vous parle de la carte de la mort. Donc, bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, ici, vous avez le contenu de l'image. On va vous dire qu'est-ce que ça représente. Le Ford, l'image du guet, qu'est-ce que c'est? Attendez, là j'ai plus de place. Je vais pas tout lire sinon ça va être long. On vous parle du guet, on vous parle du héron, on vous parle du chariot et des deux poneys, des deux types de chevaux. On vous parle du personnage qui tient les rênes. Et on vous parle de la cité très distante qui est censée être quelque part... Oui, qui est dans le... Pardon, j'avais pas vu, vous le voyez pas. Qui est dans le coin ici, il y a une petite cité. Bon, voilà, on vous parle de ça. Donc on vous décrit l'image, en tout cas les parties principales de l'image, et ce à quoi ça renvoie. On vous parle de Minerve, on vous parle de Belle, on vous parle de Belle comme Apollon, comme si les deux étaient égales. On vous parle d'un druide Bladoud, il faudrait voir qui c'est, et je ne l'ai jamais vu avec cette orthographe-là. On vous parle des dieux solaires, on vous parle d'Eros, donc Eros est la question de la sexualité. Je pense que cette illustration sur une carte va vous montrer, quand je dis que c'est très compliqué, que le livret n'est pas suffisant, et que vraiment on est loin d'un jeu arthurien, là, ni un tarot de Merlin. On va juste faire un dernier détour par la bibliographie pour voir ce qu'ils ont conseillé. Et ensuite, je vois que le jeu a été transpercé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc au niveau des références, Stewart se cite lui-même cette grosse blague. Attendez. Parce que du coup, sur la carte du chariot, on est d'accord qu'il nous citait 3 textes. On avait H, VPM et VM. PVM et pas VPM. Est-ce que ça pourrait être ça? Et Mystic Life of Merlin. Parce que ça, c'est Stewart lui-même qui fait sa sauce sur le mythe arthurien. Hein. C'est pas les sources premières. Du coup, la première référence qu'il met dans son livre, c'est lui-même. The Way of Merlin. Donc c'est pas celui-là qu'il cite dans le petit. Mais il en a écrit encore un autre. Il y a Kathleen Rain ici, ça me dit quelque chose. Mais ça parle de Yeats, donc ça parle de littérature et de poésie. Là, quand même, en 5e, on a une traduction du Mabinogion, qui est un cycle celtique, qui a été traduit par Matthews. Apparemment... Non, parce qu'il dit qu'il se sert de plusieurs traductions différentes du Mabinogion, et ensuite, sur la même ligne, mais il y a un point-virgule, il parle du mythe de Mabon et des mystères de la Bretagne par Matthews. Donc, c'est Caitlin Matthews. Ici, il se cite encore lui-même, Celtic Gods, Celtic Goddesses. Mais si je ne me trompe pas, Stewart n'est pas un académique. Donc là, il se cite, mais ça n'est pas un chercheur qui a fait des études en comparé. Donc il faut prendre vraiment avec un grain de sel. Tout ce qu'il va dire là-dessus, c'est sa vision des trucs. Et c'est pas vraiment comme ça qu'on travaille normalement. Ça aurait dû être un paragraphe avec autres œuvres de l'auteur, pour montrer qu'il a travaillé sur ces thèmes à d'autres endroits. Et ensuite, référence, on renvoie à d'autres sources, aux sources notamment celles qu'on a utilisées. Donc là, ça veut dire qu'il vous renvoie à ses autres livres et ses autres bibliographies. Il a peut-être cité dans ces livres-là les sources qu'il a employées, mais il ne les remet pas ici, ce qu'il aurait dû faire normalement. Voilà, History of Kings of Britain, donc ça, VPM, Perfect Merlinis. Donc, il est censé citer les textes. Là, c'est il vous donne les dates en plus des 12e siècles, etc. Donc, le point 7 seulement,
c'est l'explication des petits acronymes, des petits sigles qu'on avait trouvés dans le petit livret. C'est cela. Ça n'arrive qu'en numéro 7. Et ça n'empêche pas qu'il a utilisé les mêmes sigles parce que lui aussi a glosé sur le texte qui parle des visions prophétiques de Merlin. Et le 8e, c'est à nouveau lui, Underworld Initiation, Earth Light. Donc là, il se cite encore tout ce qu'il a écrit. Ok, Robert Graves, qui était donc un poète et pas un universitaire et qui a répandu énormément de clichés qui servent aujourd'hui dans le milieu néo-païen comme le pseudo-calendrier druidique des arbres qui n'existe pas, c'est-à-dire qui n'est pas historique, c'est une invention de Robert Graves. Quand on veut l'utiliser, il faut savoir que c'est une invention poétique, que ça n'a aucun fondement historique. Il a fait plein de choses lui. J'ai pas écrit d'article dessus, mais du coup il cite un poète qui fait sa sauce sur un fond de mythologie, comme si c'était la mythologie, mais c'est une création. Il se cite encore lui-même, donc en fait il ne fait que se citer. Further reading, c'est encore Stewart sur un autre texte. Donc il ne cite pas ses sources premières. Voilà. Ça c'est dit. Voilà ce à quoi vous vous engagez quand vous voulez prendre le tarot de Merlin. Et dans les vidéos suivantes, parce qu'il va falloir que je les coupe, c'est extrêmement long et je vais essayer d'être beaucoup plus rapide sur les autres, on va voir quelles sont les deux autres approches, et je vous le donne tout de suite de façon condensée. Les deux autres tarots vont utiliser, par contre, les textes. Ils vont utiliser les légendes. On va avoir un tarot avec un fond de cycle arthurien, qui manque ici, clairement. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, mettez-les en commentaire et je vous répondrai évidemment avec plaisir.